L'entrée principale du château d'If étant trop étroite, c'est par la voie des airs et avec le soutien d'un super Puma de l'armée française que les 2 mini-pelles de l'équipe des archéologues de l'INRAP ont débarqué sur l'îlot, face à la rade de Marseille. La construction du château a débuté sous le règne de François Ier pour défendre la pace du port. Mais, suite à la révocation de l'édit de Nantes qui a mis fin à la tolérance envers les protestants, le lieu est transformé en prison. Site de légende, c'est cet îlot que choisira Alexandre Dumas comme décor pour son roman publié en 1844, Le Comte de Monte Cristo. Aujourd'hui, le site géré par le Centre des Monuments Nationaux est fréquenté par plus de 100 000 touristes par an. C'est donc à l'occasion de l'aménagement de nouveaux espaces d'accueil du public qu'un diagnostic archéologique a pu être programmé sur les extérieurs de la forteresse. L'État a prescrit une opération de diagnostic archéologique, c'est-à-dire qu'on va sur des zones bien identifiées où il y aura des travaux, voir quels sont les contenus qu'il peut y avoir dans ce sous-sol, la nature des vestiges, de même que tous les aires de circulation, essayer de repérer des aires de circulation qui sont historiques pour proposer ensuite un programme de réhabilitation, et ce programme de réhabilitation étant fondé sur les données que vont constituer les archéologues. Donc ces fouilles nous permettent d'aller faire des recherches dans les archives, parce que ce sont les premières fouilles que l'on fait au château d'If et les premières recherches sur la construction du site. La carte d'établissement des sondages a été effectuée en fonction des futurs aménagements du site, en concertation avec les agents du service régional de l'archéologie, l'architecte en chef des monuments historiques et les historiens consultés pour l'occasion. Pendant les 5 semaines de fouilles, ils se sont donc tous penchés sur les sondages pratiqués dans le sous-sol pour substituer les éléments de la réalité à l'imaginaire du lieu. Et ici, on vient voir le trou de l'abbé Faria, on vient voir par où Monte Cristo s'est évadé, et on ne vient pas pour la réalité qui est le premier fort de l'État moderne. C'est-à-dire que c'est quand même un moment extraordinaire dans l'histoire de France, qui est la capacité que l'État commence à contrôler ses frontières. C'est ici que ça se passe, et on n'en parle pas ici. Ici, on vient voir cette espèce d'aura sur les prisonniers. Et ça, c'est ce qui me fascine ici, c'est l'importance du mythe. On vit avec nos mythes. Et au Château d'If, on vient le visiter pour le mythe. Le vrai problème ici, c'est que le fort, le rocher est trop haut par rapport à la passe. Oui. Dans une défense côtière, il y a 2 niveaux de tir, tir à dématé, tir à couler. Ouais. Tir à dématé, c'est à 30 mètres, par des boulets ramés qui en tournoyant, donc des boulets reliés par une chaîne ou une barre, qui en tournoyant fracassent mature, cordage, voilure. Le tir efficace, le seul, c'est le tir à couler. Et le tir à couler, il faut qu'il soit à moins de 3 mètres d'altitude. Or, au Château d'If, on ne peut pas. Tout est trop haut. On n'a pas les moyens d'avoir une batterie basse. D'accord. Et donc, en fait, tout sera résolu quand Vauban arrive. Si tu as lu le rapport de Vauban, il pique un coup de gueule. Vraiment, il se pique un phare. Et il dit, mais il faut faire une batterie en face. Et donc, c'est résolu en 1703 quand on fait la batterie de croix. La batterie de croix qui est sur la pointe de Ratonneau en face. À l'origine, l'île s'appelait It et non If. It comme Itol, mot occitan signifiant rocher. Le fort, symbole du pouvoir royal, croise aussi l'histoire de la piraterie, comme en témoignent les archives notariales rassemblées à l'occasion de ce diagnostic archéologique. Et André Doria, justement, lui était même un intervenant direct sur le site d'If. Parce que en 1528, lorsqu'il se retourne sa veste en quelque sorte au profit de Charles Quint, au détriment de son alliance avec François Ier, eh bien, les premières choses qu'il fait, c'est se rendre sur le site pour démolir les constructions en cours. Et tout ça, d'ailleurs, le chroniqueur Honoré de Valbel va le relater. Il dit que les Marseillais s'en réjouissent plutôt. La chapelle située à l'extrémité nord de l'île a particulièrement questionné les chercheurs. Connue par les premiers plans du château vers 1591, elle a été construite en face de l'entrée du port de Marseille et du fort Notre-Dame de la Garde. Sous le règne d'Henri IV, le rehaussement des remparts par l'ingénieur Raymond de Bonnefond a enserré l'édifice dans une nouvelle enceinte, mais les constructions successives des phares auraient eu finalement raison de l'intégrité du bâtiment. Les sondages archéologiques ont permis de dévoiler de façon inédite son abside.
Elle est construite sur ce tronçon de rempart qui pourrait être donc assez ancien, donc du milieu du XVIe siècle. Et la chapelle est posée dessus et elle est insérée dans le rehaussement ultérieur à l'époque de Bonnefond. Donc on est quand même dans un calage chronologique qui est intéressant. Ce qui a été aussi clair quand on a fait nos sondages, c'est que les bâtiments qu'on cherchait, les casernements, le magasin à poudre, même le moulin, sont extrêmement arasés, donc difficilement présentables en fait au public. Au pied des murs nord et ouest de la forteresse, ont été retrouvés des fossés taillés dans le rocher et comblés au XVIIIe siècle d'une importante quantité de céramique. À l'issue de ces sondages, l'architecte des monuments historiques va faire un projet de restauration qui portera principalement sur les différents sols autour de la fortification Vauban. Ce qui est le plus concevable à faire, en fait, puisqu'ils affleurent par endroits, c'est des dallages, enfin, c'est des sols conservés et conservables.